must caution you. I can't recommend you for parole unless you're truthful with me. This would make us so close forever. Look, we made a lot of movies. He was obsessed with Tammy. It's my mission in life to make you feel good. I love you. You can tell me what you did. Take off your clothes. Oh my God, she's not breathing. It's gonna be all right. He was raping girls before we met. How many girls? 4, 5 during that time. You do what I say. I like this one. Still, you gave no thought to leaving him. You don't understand. I just want you to be happy. Do you really think that you can pull something like that and not have to pay for it? You know that's not true. Many people think it is the truth. You're the murderer, not Paul. I didn't kill anybody. Why do you stay? I will show your parents the videotape. I didn't do it. I knew it wasn't gonna stop. She said, no, let me go, let me go. He was a wicked, wicked person. How he could be that cruel. She was dead, dead. Suspect X avec Christian Page, Camille et le criminologue Dan Carosella. Radio X. Je vous souhaite la bienvenue sur les ondes de Choix 98.1 Radio X. Une excellente fin de soirée que nous allons passer ensemble. L'émission Suspect X, émission consacrée aux phénomènes criminels, au true crime, aux meurtriers en série. Et ce soir, je l'avoue, comme ça, je plonge dans l'inconnu, quelque chose que je sais qui a frappé l'histoire du Canada et aussi, on va dire, de la culture populaire. J'ai vu ça passer, moi, dans des émissions à la génération 90, génération 2000, les Musimax, Musique Plus, qui partageaient des faits d'archives marquants des dernières décennies. J'ai entendu le nom, j'ai même déjà rencontré un chat qui s'appelait Karla Homolka, mais j'ai jamais entendu parler de l'histoire de l'affaire de Paul Bernardo et Karla Homolka. Et pour en parler ce soir, l'animateur de l'émission, M. Christian Page. Bonsoir, Christian. Bonsoir, Camille. Salut, bonsoir. Et le criminologue Daniel Carosella avec nous aussi. Oui, comme je vous ai dit, j'ai rencontré un chat noir qui s'appelait Karla Homolka avant d'entendre parler de cette histoire-là. Ce sera le couple Ken et Barbie, les Ken et Barbie Killers, dont on va parler ce soir. Ce sont nos suspects X. Et ça, c'est une histoire qui a fait couler énormément d'encre à l'époque, hein, parce que, il y a des gens qui sont demeurés très insatisfaits par la tournure du dossier judiciaire, de quelle façon ça s'est passé. Il y a eu évidemment des espèces de tractations de coulisses, des ententes qui ont été faites entre les avocats, entre le procureur, la couronne, et tout ça a déplu à beaucoup de gens. Et on le comprend parce que les crimes sont en soi, ils sont choquants. Et on a l'impression que justice n'a pas été rendue pour tout le monde dans ce dossier-là. Donc l'affaire, en fait, on a entendu en début d'émission la bande-annonce du film Karla, un film tourné en 2006, qui montre l'affaire sous l'aspect, en fait, sous la perception de Karla Homolka. Karla Homolka qui est notre Barbie dans notre couple Ken et Barbie. Qu'on appelait aussi la sorcière d'Ontario. Oui, c'est ça. Donc, le film a été tourné en 2006, il est sorti en 2007. Ça a été réalisé par Joel Bender. Ça mettait en vedette Laura Prepon qui jouait le rôle de Karla Homolka, qui, à mon avis, la comédienne était plus belle que l'original. Ah, mais ça, ils font ça. Ce qui est souvent le cas. C'est souvent le cas. Hein? Parce que moi, je dois t'avouer que, tu sais, on parlait souvent de ce couple-là. Hein? Et dans le film, c'est Misha Collins qui incarne Paul Bernardo. Et personnellement, esthétiquement parlant, je trouve que quand on parlait de Karla Homolka, on la définissait toujours comme une espèce de reine de beauté. J'ai jamais vraiment trouvé ça. Je trouvais que c'est une femme qui avait une allure assez ordinaire. Mais néanmoins, c'est un peu, tu as tout à fait raison, c'est un peu la façon dont les journaux, à l'époque, les médias les avaient dépeints, le couple Ken et Barbie. Et pour nous, en fait, pour l'histoire de notre suspect X de ce soir, l'affaire commence, en fait, pour nous, là, le 4 mai 1987.
Donc, à ce moment-là, il y a une femme qui est violée, une femme de 21 ans, qui est violée par un inconnu à Scarborough. Scarborough, c'est une banlieue de Toronto, en Ontario. Et puis, bon, c'est un crime à caractère sexuel, comme il y en a malheureusement trop souvent. Les policiers prennent la déposition, la victime, etc. On prend des prélèvements, mais bon, encore une fois, hein, on est souvent dans ce cas de figure. On est ici dans les années 80, donc la criminalistique des années 80 n'est pas celle de 2024. Et en même temps, Toronto, c'est une ville qui est connue pour un taux de criminalité assez élevé quand même. Hein. Je pense que c'est la 3e ville au Canada. Encore aujourd'hui aussi. Ouais. Donc, c'est une ville qui, c'est un crime à caractère sexuel. Et puis voilà que 10 jours plus tard, une randonneuse de 19 ans qui subit exactement le même sort. Et puis en décembre, et là, les cas se multiplient. En décembre, le violeur de Scarborough, parce que la presse aime toujours donner des noms à lui suspect. Le violeur de Scarborough, est déjà rendu à 6 victimes. Et de ces 6 victimes, je dis 6 victimes, mais 2 d'entre elles n'ont pas été violées. Elles ont été attaquées, mais elles ont réussi à lui échapper. Donc, il a réussi à 4 reprises sur 6 tentatives. Les victimes parlent, et ici, c'est un peu surprenant parce que généralement, on s'attend les individus qu'on associe à des viols. On se dit, bah, c'est un individu un peu moche, tu sais, puis bon, il n'y a pas de succès avec les femmes. Alors qu'ici, les victimes parlent d'un homme plutôt d'une belle apparence, qui fait 1m85, il est svelte, athlétique, et on dit également qu'il se déplace dans une voiture une voiture de sport. Donc, ça va plutôt bien. En mars 88, la police met en place une unité spéciale pour mettre le grappin sur le fameux violeur de Scarborough, mais bon, ça ne sert à rien. Les viols se multiplient. Et puis là, on fait un bond dans le temps. On se retrouve en mai 1990, donc on est 3 ans plus tard. Et le violeur de Scarborough a accumulé une dizaine de victimes également de plus. Et la police arrive enfin à avoir un portrait robot qu'elle publie. Donc, et à ce moment-là, parce qu'il y a eu plusieurs... il y a des ratés dans ce dossier-là, puis on va le voir. Hein? Okay. Donc, à partir du moment où la police présente ce portrait robot, il y a des gens... En fait, la police va recevoir plus d'une centaine d'appels de femmes qui vont téléphoner pour dénoncer, dire « Ah, il ressemble à un tel. » Mais il y a au moins 2 femmes, bon, évidemment... Tu sais, un homme de belle apparence, 1m85 à peu près, puis si on regarde le portrait robot qui a été publié, il n'y a pas de caractéristiques particulières. Tu sais, le gars n'a pas un œil au beurre noir, tu sais, ou une tétine sur le bout du nez. Là. C'est un individu qui, malheureusement, ressemble un peu à la masse en général. Mais il y a quand monsieur même dans tout le monde. Oui, un monsieur tout le monde. Et dans ces appels, il y a au moins 2 femmes qui téléphonent. Et là, la police a un peu la puce à l'oreille. Il y a 2 femmes qui téléphonent, qui ne se connaissent pas entre elles. Et ces 2 femmes-là disent que le portrait robot ressemble à un de leurs petits amis, un ex. Et cet ex s'appelait Paul Bernardo. Alors, en novembre 90, les policiers, parce que bon, la coïncidence est extraordinaire, 2 femmes qui ne se connaissent pas, qui décrivent que l'assaillant leur rappelle un peu leur ex, et elles leur parlent, elles disent également aux policiers que c'est un individu qui est un peu étrange, il a une sexualité débridée, il y avait des fantasmes de viol, donc tous ces éléments s'accumulent, et puis en novembre 90, des policiers vont rencontrer Paul Bernardo, qui se montre tout à fait affable, très amical. Il accueille des policiers chez lui, on lui demande des échantillons de sang, de salive et de cheveux, et qu'il accepte spontanément. Il aurait pu demander le conseil d'un avocat, refuser. Les policiers n'ont pas de mandat à ce moment-là. Très confiant quand même. Oui, c'est une collaboration là, tout à fait ouverte. Et Bernardo participe, il donne les échantillons qu'on lui demande. Et puis, alors que... ça nous rappelle un peu notre histoire de l'étrangleur de Boston, là, il y a quelques semaines, où on disait, ben voilà, il y avait l'étrangleur de Boston qui étranglait des femmes, et il y avait l'homme en vert de Greenman qui agressait sexuellement des femmes dans la grande région de Boston. Et il va falloir un temps avant que les policiers réalisent que les deux, même s'ils ont des modus operandi qui sont différents, ce sont le même individu. Ouais. Et dans le cas de Bernardo, c'est un peu ce qui va se produire. C'est-à-dire que alors que la police de Scarborough traque
l'insaisissable violeur de Scarborough. Le 21 juin 1991, il y a des restes humains qui sont découverts, qui ont été coulés dans des blocs de béton. Et ces blocs de béton ont été retrouvés sur les bords du lac Gibson, qui se trouve au sud de St. Catharines, en Ontario. Donc, là, évidemment, on va briser les blocs de béton, on va récupérer les restes macabres et on arrive à identifier ces restes comme étant ceux d'une certaine Leslie McAfee, une adolescente de 14 ans qui est disparue de Burlington, une autre banlieue de Toronto, et elle est portée disparue depuis le 15 juin. Donc, tu comprends que c'est quand même récent. Donc, à l'intérieur de 15 jours, elle a été enlevée, elle a été assassinée, démembrée et placée à l'intérieur de ces fameux blocs de béton. Évidemment, à cause de l'état du corps, ça devient difficile de savoir quels sont les sévices qui ont pu être antémortem, donc avant qu'elle soit assassinée, puisqu'on l'a démembrée. Et puis, le 30 avril 1992, dans un dépôt d'ordures près de Burlington, toujours en banlieue de Toronto, il y a un automobiliste qui va découvrir le corps de Kristen French. Là, il s'agit d'une adolescente de 15 ans. C'est de plus en plus jeune, on remarque dans les victimes. Oui, et lorsque les journaux commencent, disent, voilà, on a retrouvé le corps de cette jeune femme. En fouillant dans les avis de disparition, on constate qu'elle a disparu 2 semaines plus tôt. Et on l'avait vu, elle traversait le stationnement d'une école, mais d'une église luthérienne, la Grace Lutheran Church à St. Catharines. Donc, des gens l'ont vu comme ça traverser le stationnement. Et ils se rappellent avoir vu une voiture de sport qui était arrivée dans le stationnement, mais on n'a pas assisté à une altercation particulière. Elle a disparu. Et alors que ça se passe, là, on est dans l'univers du judiciaire. On cherche un violeur d'un côté, visiblement un assassin ou des assassins qui ont assassiné, parce qu'à ce moment-là, on ne peut pas savoir s'il s'agit d'un seul et même individu qui a assassiné les 2 adolescentes. Mais bon, les policiers retiennent l'hypothèse, mais rien ne permet d'aller dans ce sens-là. Et puis le 30 avril 1992, le 30 avril 92, quelques semaines après ça, on est en janvier 93, il y a une certaine Karla Homolka qui va se présenter à l'hôpital de St. Catharines et elle présente de nombreuses ecchymoses et des contusions. Donc, elle raconte qu'elle a été battue par son petit ami, un certain Paul Bernardo. À ce moment-là, les gens qui prennent sa déposition à l'hôpital ne font pas de lien ou ne transfèrent pas l'information à la police de Scarborough, qui, elle, enquête sur le violeur de Scarborough et qui ont déjà eu affaire à Paul Bernardo. Pendant ce temps-là, les policiers continuent de faire leur investigation et là, ils apprennent, toujours en enquêtant sur la mort de Kristen French, ils apprennent que, non seulement on avait vu ce véhicule relativement sport dans le stationnement où Kristen French a été vue, mais le rapport d'autopsie révèle qu'elle a été torturée, violée et étranglée. Donc, ce sont des éléments sordides qu'on ajoute à l'assassinat de l'adolescente. Ouais. Et puis, au sortir de l'hôpital, on revient à notre Karla Homolka qui s'est fait taper dessus un peu par son petit ami. Malheureusement, violence conjugale, on retient ça, mais bon, les policiers, ce genre de dossier, c'est souvent un peu négligé par les forces de l'ordre. Elle s'est disputée avec son petit ami, puis bon, on a franchi une frontière. Alors, elle sort de l'hôpital, elle emménage chez des parents, à une tante, en fait, à Brampton, et c'est là qu'elle confie à sa tante que Paul est un individu violent, mais qu'il est aussi le violeur de Scarborough et qu'il est aussi l'assassin de Leslie McAfee et de Kristen French. Donc, c'est elle qui livre cette information-là. Et par un curieux hasard, au même moment où Karla Homolka fait ses révélations à sa tante, les policiers de Scarborough, qui 2 heures plus tôt avaient pris des échantillons de salive et de cheveux de Paul Bernardo, ont finalement décidé de soumettre ces échantillons-là à une analyse médico-légale. Ils obtiennent les résultats et les résultats révèlent effectivement que Paul Bernardo est ce fameux violeur de Scarborough qu'on recherchait.
Et à partir de là, on va constater que son ADN correspond également à du sperme qui a été trouvé sur le corps de la jeune Kristen French. Donc à ce moment-là, on a dans le collimateur à la fois l'assassin, mais on a également le violeur de Scarborough. Les policiers, et c'est là que l'affaire va commencer vraiment à s'embrouiller, les policiers vont obtenir un mandat de perquisition pour aller fouiller la maison du couple Bernardo Homolka qui est à St. Catharines. Et là, les policiers vont découvrir des vidéocassettes qui met en évidence la réalité, comme l'a confié Carla Homolka à sa tante Paul, et non seulement le violeur de Scarborough, mais aussi l'assassin de Mahaffey et Kristen French. Mais ce sont également le couple, c'est ce que Carla n'a pas dit dans ses révélations, c'est que le couple s'est filmé et qu'elle a joué un rôle actif dans ces agressions-là. Donc les images révèlent le couple qui détient les jeunes femmes, qui les agresse, qui leur font subir qui font leur faire subir les pires outrages avant de les assassiner. Et visiblement, les policiers concluent que parce que ça, c'est un peu stupide, Je veux dire, tu commets un crime puis tu te filmes, là, je veux dire, ça risque de se retourner contre toi, on a de la preuve à l'état pur, on va le dire comme ça. Ouais, c'est ça. Et les policiers, les enquêteurs croient que, ce sera à Daniel de nous le dire, mais les policiers, les enquêteurs croient qu'en fait, le couple se filmait pour avoir éventuellement la possibilité de revoir les scènes et revivre un peu le frisson du crime. Là. Tu sais, hey, wow, on a fait ça. Tu sais. L'enquête va démontrer que le couple Bernardo Homolka ont fait aussi une autre victime. Et c'est là que le cœur me lève. Et là, on l'entend un peu dans la bande-annonce quand on entend Carla Homolka qui dit « il était obsédé par Tammy ». Mais qui est Tammy? Tammy Homolka, c'est la sœur de Carla Homolka. C'est sa sœur cadette, elle avait 15 ans. Et l'adolescente est décédée parce qu'elle s'est étouffée dans son vomi. Et ça s'est produit après qu'elle ait été droguée et violée par le couple Carla Homolka et Bernardo, autrement dit par sa propre sœur. Et comme ça s'était passé le 24 décembre 90, ils ont réussi à faire passer ça comme étant un accident. Donc, ils s'étaient réunis, puis on avait bu un peu, puis on a pris de la drogue. Tout est dégueulasse là-dedans parce qu'on est dans le temps des fêtes. Oui, c'est ça. Fait que là, finalement, on a trop fêté, puis à force de trop fêter, malheureusement, les choses ont mal tourné. Elle a vomi, puis elle s'est étouffée dans son vomi. Merci, bonsoir. Et comme l'affaire paraît comme étant un accident, l'investigation, l'enquête policière va être un peu bâclée parce qu'on va vite conclure une mort accidentelle. Elle a la trachée, pas la trachée, mais l'ésophage bloqué par le vomi. Donc, elle s'est étouffée. Et merci, bonsoir. Et on retrouve également du vomi dans la trachée qui l'a étouffé. Donc, merci, bonsoir. On conclut à un accident. Ouais. Et on ne va pas faire d'investigation s'il y a eu des sévices sexuels avant. Ce n'est que par les images et ultérieurement par les aveux de Carla Homolka qu'on va découvrir ce sordide épisode où elle a participé à l'assassinat de sa propre sœur. Évidemment, l'histoire fait la une de tous les journaux à travers le pays. Ce sont des crimes tout à fait monstrueux. Et comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, il va y avoir ces fameuses tractations de coulisses qui vont se faire entre les avocats et la couronne. Les policiers ont besoin d'un témoignage direct pour ces crimes. Et celle qui est la mieux placée pour parler à la fois des viols et des meurtres, c'est bien sûr Carla Homolka. Et elle accepte de témoigner contre Paul Bernardo en échange d'une peine de prison de 12 ans. Et ça, c'est de 12 ans avec une possibilité de libération conditionnelle avant terme. Là, on s'entend bien. Là, ça peut paraître un peu abject. Là, bon. Et là, éventuellement, Paul Bernardo va être inculpé pour 43 viols et 3 homicides. C'est un type qui était actif. Et le 1er septembre 1995, donc, à l'issue du procès, Bernardo est condamné à la prison à perpétuité. Il est déclaré criminel dangereux. Ça veut dire que quel que soit si un jour il recouvrait sa liberté, il sera toujours suivi sous la tutelle des organismes policiers. Et
Même s'il est aujourd'hui admissible à une libération conditionnelle, en vertu des lois canadiennes, parce que quand on te condamne les peines sont pas cumulatives, sont concurrentielles. Donc, il est condamné à prison à vie, c'est 25 ans. Puis dans son cas, à Bernardo, c'était 25 ans ferme. Mais comme les crimes ont plus de 25 ans, ben là, il est maintenant admissible à une libération conditionnelle. Les chances qu'il soit relaxé sont évidemment très minces. Il est actuellement toujours détenu. Il a été transféré, d'ailleurs, il y a quelques mois, ça a fait un tollé dans les journaux. L'an dernier, oui, effectivement, il a été transféré dans une prison à sécurité minimum. Pas minimum, mais une sécurité moyenne à la Macasa, qui se trouve dans les Laurentides, au Québec. Puis ça avait été fait un peu à l'insu du gouvernement canadien. La famille n'était pas très contente non plus. Non, et quand on a appris ça, évidemment, on a été choqués. Quant à Karla Homolka, elle a été libérée en 2005, donc elle a fait moins de ses 12 ans de prison. Et elle s'est depuis remariée avec Thierry Bordelais, qui est le frère de son avocat. Et ils ont eu 3 enfants. Et elle vit aujourd'hui à Châteauguay, donc près de Montréal. Et elle a changé de nom. Elle s'appelle Lynn Teal. Mais elle fuit les médias, évidemment, parce qu'à quelques reprises, à un moment donné, elle avait fui dans les îles, aux Antilles, dans un truc comme ça. En Guadeloupe, on l'avait retrouvée. Et finalement, elle s'est installée. À un moment donné, elle a vécu à Montréal, à un moment donné, sur la rive sud de Montréal. C'est quand même ironique, ça, Christian, parce que dès qu'elle a été libérée, j'ai vu qu'elle avait fait les images d'archives, justement, d'une entrevue à Radio-Canada, quasiment tout de suite après sa libération. Ouais, après ça, elle s'est dit, je veux disparaître. Oui, c'est ça. Et là, elle vit à Châteauguay. À quelques reprises, des journalistes l'ont retracée. Elle essaie d'éviter, évidemment, les journaux. Ce qui est choquant dans cette histoire-là, puis là, je ne suis pas entré dans les détails sordides, parce que je voulais donner plus d'espace à Daniel, parce que c'est une histoire... Moi, je connais... C'est drôle, parce que l'affaire Karla Homolka, c'est pas une affaire qui m'a, moi, beaucoup intéressé. Et là, je vais te parler un peu de l'intérieur. Par contre, St. Catharines m'a beaucoup intéressé, la ville de St. Catharines. Et pourquoi la ville de St. Catharines m'a beaucoup intéressé? Parce que la plus célèbre, en tout cas, l'une des plus crédibles histoire de poltergeist du 20e siècle s'est produite à St. Catharines. Donc, à un moment donné, on est au début de l'année 1970, il y a des phénomènes de poltergeist, donc coups dans les murs, objets qui se déplacent, qui vont se produire dans un appartement de Church Street. Et un peu plus bas sur la rue, d'ailleurs, il y a le poste de police qui était là. C'était à l'époque avant que les services de police soient fusionnés dans le grand Niagara Regional Police. Donc, on avait un service de police à St. Catharines. Et ce sont ces policiers de St. Catharines qui, un soir, avaient été un peu par hasard, s'étaient retrouvés dans cette maison de Church Street. En fait, c'est un appartement. Et là, ils avaient été témoins de phénomènes mystérieux. Et pendant plusieurs jours, ils se sont succédés. Et ils ont rempli des rapports qui détaillaient chacune des manifestations, qui sont conservés encore aujourd'hui. Heureusement, quand il y a eu la fusion des services de police, les policiers qui avaient été impliqués dans cette histoire-là, on dit, là, on va détruire les dossiers parce que ce qui est conservé aux archives, c'était essentiellement des dossiers pour lesquels il y avait eu ou des accusations, des suspects qui avaient entraîné éventuellement des poursuites et pour faire de la place. Donc, tous les dossiers qui étaient un peu de simples constats ont été détruits. Et les policiers, de peur de voir leurs constats être détruits, parce que c'est quand même pas tous les jours qu'on est témoin de phénomènes de ce type-là, ils ont décidé de retourner aux archives et de sortir leur rapport d'investigation de l'époque. Et j'ai eu la chance de rencontrer ces policiers qui vivent principalement encore dans la région de St. Catharines. Plusieurs d'entre eux vivent aussi à Niagara Falls. Et je les ai rencontrés. C'était la première fois qu'ils se retrouvaient après tant d'années autour d'une table pour discuter des événements dont ils avaient été les témoins. Donc, ils m'ont remis les copies de leur rapport. Donc, évidemment, tu vas me dire, là, on est loin de Karla Homolka et de Paul Bernardo. Mais il faut savoir que ces policiers, ce sont des policiers de St. Catharines. Et certains d'entre eux ont été impliqués dans l'investigation sur l'affaire Homolka et Bernardo. Et même si l'affaire, moi, ne m'intéressait pas, c'était le poltergeist de St. Catharines qui m'intéressait, beaucoup de ces policiers-là m'ont parlé un peu de l'intérieur. Qu'est-ce qui était vécu à l'intérieur du service de police? Et là, je vais passer le bâton à Daniel, mais les policiers étaient convaincus que quoi qu'ait dit Karla Homolka devant les tribunaux, elle était beaucoup plus impliquée qu'elle ne l'a laissé savoir. OK. Pour eux, il n'y avait aucun doute que Karla Homolka,
c'était peut-être Bernardo, l'individu qui était le plus contrôlant. La marionnette. C'était Barbie et ouais. Ken, et non pas l'inverse. Ouais, mais Carla Molka a essayé de jouer un peu, comment je pourrais dire, la Vierge effarouchée un peu dans cette histoire-là. Mais finalement, elle a apparemment, en tout cas, au dire des policiers, c'est pas les avocats, c'est pas les procureurs, ce ne sont pas des psychologues, mais à partir des éléments qu'ils ont trouvés sur les scènes de crime, les images qu'ils ont visionnées, que en dehors des gens du procès n'ont jamais été diffusés nulle part. OK. Hein, donc personne ne les a jamais vus, mais eux, les policiers, les avaient vus. Et certains d'entre eux m'ont dit, si tu avais vu les images, là, il est clair que Carla Molka n'agissait pas sous la contrainte. OK. Parce Donc, que j'avais aussi une rumeur, ou du moins un élément d'information que j'avais trouvé, là, à vous de me dire si c'est vrai ou faux, là, que Paul Bernardo, lui, avait vraiment le fantasme d'avoir pratiquement une secte de jeunes vierges à lui, là. Ça a été prouvé, je sais pas. ça? Je sais pas. Je pense qu'on est dans le Carla sensationnel. Carla Molka dit beaucoup de choses. OK. Alors, sur ça, je vais passer le bâton à Daniel pour qu'il nous parle de ce couple terrible. Mettons que je vais mettre ça dans la catégorie de « ça se peut ». OK. C'est possible. Je serais pas tant étonné considérant la personnalité de Bernardo. C'est sûr que c'est parce que ce crime-là, ce qui est particulier, surtout au niveau canadien, c'est que ça s'est pas souvent vu. Des couples comme ça, tu sais, on avait parlé l'autre semaine du couple là, vampirique. Oui. Les Rouda, moi, les Rouda. Les Rouda. Tu sais, c'est des dynamiques qui sont particulières. Puis, écoute, Christophe, je te crois à 100%. Puis, effectivement, tu sais, j'ai aucune difficulté à croire non plus les policiers au niveau de l'implication d'Omolka. Ceci étant dit, il faut quand même que j'apporte quelques bémols parce que je pense que les crimes du couple Barbie et Ken, ou Ken et Barbie, là, nommez-les comme vous voulez, c'est un peu le portrait typique d'une dynamique, en fait, où il y a eu une contamination. En criminaux, on appelle ça, tu sais, souvent, on va appeler ça l'association différentielle, l'association avec les pairs et tout. Je pense que si on prend Carla Homolka, ou maintenant de son autre nom, individuellement, je ne suis pas sûr qu'elle aurait eu une carrière criminelle et encore moins, en fait, les crimes dont elle a été accusée, là. Donc, je pense qu'il y a eu définitivement une contamination de la part de Bernardo. Je pense aussi, puis je le sais que ça ne sera pas populaire, cette opinion-là, là, mais je pense que oui, elle a été victime de violence conjugale d'un homme qui était extrêmement violent et qui était aussi extrêmement impulsif. C'est un gars, Bernardo, qui a toujours agi en fonction de ses pulsions, que ce soit au niveau de ses pulsions de colère ou de ses pulsions sexuelles et où. Les deux peuvent se mélanger. Mm-hmm. Les deux peuvent se mélanger. Donc, mais prends-les individuellement, je pense que Bernardo définitivement aurait suivi cette trajectoire-là de meurtrier sexuel. Du côté d'Omolka, je suis pas convaincu, mais il y a beaucoup de choses qui ont choqué dans cette histoire-là. Et là, il faut que j'y aille d'un mea culpa. OK. Mais là, je sais, là, vous allez dire, c'est quoi ton rapport, Daniel? Mon Dieu, as-tu contribué, toi, à l'âge de 3 ans à ces crimes-là? Non, j'avais 3 ans. C'est toi qui tenais la caméra? Ouais. C'est pour ça que ça bouge beaucoup, là. La caméra était plus lourde que moi. Mais non, en fait, c'est que la première entrevue radiophonique que j'ai accordée, c'était sur les ondes de choix. Et c'était avec Moreau. Et il m'avait posé la question, justement, on avait retracé Homolka à cette époque-là, et on l'avait aperçue notamment dans une cour d'école. Elle allait reconduire et chercher ses enfants. Et on m'avait posé la question à ce moment-là, est-ce que tu aurais eu un malaise, toi, en tant que criminel, de voir cette personne-là, puis que cette personne-là aille, dans le fond, à l'école où tes enfants vont? Et à l'époque, je m'étais senti un peu coincé, puis je n'avais pas la confiance que j'ai aujourd'hui. Fait que j'avais répondu oui. Mais il faut que je me rétracte aujourd'hui. En fait, je vais vous répondre que non. Tu réponds de malaise.
Non, OK. j'aurais pas de malaise dans le sens que je sentirais pas, par exemple, que mes enfants sont en danger ou que les autres sont en danger. Carla Homolka veut pas, elle a changé de trajectoire. C'est une femme que, sincèrement, si c'était pas, on va dire, du retraçage médiatique, on en aurait plus entendu parler, là. Cette femme-là, elle a complètement changé de vie. C'est pas pour minimiser, banaliser ce qu'elle a fait. Mais en même temps, c'est une femme qui, visiblement, s'est reprise en main et qui, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, a trouvé un conjoint qui était positif, contrairement à Bernardo. Donc, à l'époque, j'avais été un petit peu coincé, puis je ne m'attendais pas à cette question-là. Fait que j'avais répondu oui. Puis après coup, là, quand on avait raccroché, j'ai fait shit, c'est pas ce que je pense. Donc, j'en profite aujourd'hui pour me rétracter. Ceci étant dit, je pense que, en fait, la première chose qui avait choqué, c'est, comme tu l'as dit, Christian, cette espèce de pacte-là qui avait été fait entre la couronne et Homolka. Ouais. Et ça, on avait même surnommé ça le pacte du diable. Ah ouais? Le pacte avec le diable. Ouais. On avait surnommé ça comme ça, mais ce qu'il faut comprendre, puis je le sais qu'il y en a beaucoup qui le savent, mais je tiens vraiment à le préciser, c'est qu'on ne peut pas accuser 2 fois la personne pour le même crime. Donc, si par exemple, au niveau de Bernardo, on l'avait accusé de meurtre, OK, des 2 ou 3 meurtres, là, je ne me rappelle plus combien il y en a eu. 3 meurtres. 3, c'est ça. 3 meurtres. Si on inclut la sœur de Bernardo, de Homolka, là, c'est 3. C'est ça, c'est 3 meurtres. Donc, si on l'accuse des 3 meurtres et qu'il est acquitté, on ne peut plus le réaccuser pour ces meurtres-là. Ah, OK. C'est impossible dans la loi canadienne. Il a Donc, déjà été jugé puis il est acquitté. C'est ça. Donc, c'est un peu un one-shot. Donc, il faut que ta preuve soit en béton, d'autant plus quand on parle d'un meurtrier en série, d'un violeur aussi en série. Donc, il fallait que la preuve soit solide. Et on avait des preuves, tu sais, effectivement, les films et tout, mais du côté de la couronne, on n'était pas à 100% convaincu qu'on pourrait le faire condamner pour les 3 meurtres. Et donc, il nous fallait absolument le témoignage d'Homolka. Et pour avoir ce témoignage-là, il fallait passer une entente. Parce que Homolka n'aurait pas dit par elle-même, je veux dire, à cette époque-là, elle n'aurait pas fait ça par elle-même de témoigner contre Bernardo. Donc, ça a été un échange comme ça pour s'assurer finalement qu'on allait mettre la main sur le principal accusé là-dedans, c'est-à-dire Bernardo. C'est vraiment lui qu'on visait. On le visait beaucoup plus lui qu'Homolka parce qu'on savait qu'il était responsable de dizaines et de dizaines d'agressions sexuelles, en plus d'être probablement celui qui avait commandé les 3 meurtres, là, donc qui était la tête pensante en arrière. Donc, c'est pour ça qu'on a fait cette entente-là avec Homolka, mais je peux comprendre qu'au niveau de l'opinion publique, et ça, la couronne a joué un jeu très, très dangereux, je peux comprendre qu'on ait été choqué par ça, de se dire, mon Dieu, elle a participé, puis comme tu l'as dit, Christian, probablement de façon plus active qu'elle l'a voulu l'avouer. Oui. Et qu'elle s'en sorte avec 12 ans. Je peux comprendre, et la couronne a joué un jeu dangereux parce qu'au niveau des peines, il y a toujours celui de la considération du public envers le système de justice. Quand ça s'est arrivé, puis je m'en rappelle, là, j'étais petit, mais je me rappelle, c'était partout, ça avait énormément choqué et il y a beaucoup de gens à ce moment-là qui disaient ne plus avoir confiance en ce système de justice. Ouais. Donc, la couronne a joué à un jeu qui était extrêmement dangereux. L'autre chose aussi qui a choqué, c'est que durant son incarcération, on a vu des images d'Homolka qui, disons, avaient beaucoup de plaisir en dedans. Ouais. En séduction envers les gardiens de prison ou... Non, pas au niveau des gardiens, plutôt au niveau des co-détenus. Bon, OK. Orange is the New Black. D'accord, je comprends. Oui. On voyait qu'elle était effectivement dans des dynamiques de séduction à un moment donné, et c'est ça les images qui avaient énormément choqué. Elle avait fait une espèce de party dans sa cellule, et là, il y avait, je veux dire, tu sais, quand tu penses qu'il y en a qui ont de la misère à arriver, elle avait des gâteaux, plein d'affaires. Fait que tu avais l'impression, finalement, que cette femme-là, qui était quand même condamnée pour sa participation dans 3 meurtres et des agressions sexuelles, ben, elle se la coulait douce. Elle vivait dans un club med, là.
Oui, oui, oui. Ouais. Et d'ailleurs, à cette époque-là, ça avait eu ce surnom-là au niveau des peines de prison. Ça avait comme repris du galon, là, un peu, cette expression-là, de dire, mon Dieu, mais c'est un club med en dedans. Mhm. Fait que ça avait beaucoup, beaucoup choqué. Du côté de Bernardo, au niveau des peines d'emprisonnement, on n'a pas vraiment entendu parler de grand-chose. C'est vrai que lui, il était dans un maximal. Ouais. Donc, lui, il était, là, j'avais le nom, là, mais il était en Ontario, là. Il a été pendant, jusqu'à récemment, là, jusqu'en 2023, là, dans une prison maximale. Ce qui, moi, me fait dire, quand tu es dans un max, parce que tu as aussi le supramax, là, mais quand tu es au niveau maximal pour cette période-là de temps, ça veut dire qu'il faut te contrôler. OK, c'est ce que ça veut dire. Mais tu sais, tu as tout à fait raison, Daniel, dans le sens que, tu sais, on peut comprendre l'idée de cette entente entre le procureur puis les avocats, parce que, comme je l'ai mentionné, hein, on est quand même dans une dynamique de criminalistique des années 80. Ouais. On peut associer Bernardo aux agressions sexuelles. Les meurtres, ben évidemment, il y a les images, mais encore une fois, les images, au niveau du meurtre, on peut démontrer l'agression, mais au niveau du meurtre et tout le reste, bon, là, on avait besoin du témoignage d'Omolka. D'ailleurs, quand on regarde, on ne sait pas comment Méhafi a disparu, là, ben, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de témoin de son enlèvement. Dans le cas de Kristen French, comme je l'ai mentionné, on a vu qu'elle traversait un stationnement, un type est arrivé avec une Camaro. Bon, il y a un témoin qui dit « J'ai eu l'impression qu'il y avait une altercation, puis on l'a forcé à rentrer dans la voiture. » Mais encore une fois, c'est ça. Est-ce que c'est une dispute avec... c'est une jeune fille qui était un peu marginale aussi, le Kristen French. Donc, elle avait des antécédents de marginalité. Donc, on s'est dit, est-ce que c'est une dispute entre des jeunes? Donc, c'était l'élément du crime. Il fallait démontrer que Bernardo était celui qui l'avait assassiné. Mais effectivement, on est toujours un peu choqué dans ce genre de truc-là, parce que moi, quand je regarde le procès d'Omolka et Bernardo, bien évidemment, ça me fait penser à plein d'autres procès où il y a eu plusieurs accusés. Et je trouve que ça devient soudainement une excuse assez facile. C'est pas moi, c'est l'autre. Hein? Ben oui. Évidemment, on pense toujours à la célèbre affaire Manson. C'est pas nous autres, c'est Charlie qui nous a dit d'aller assassiner ces gens-là. Fait que nous, on n'est pas responsables. C'est chacun pour soi quand il est temps de sauver sa peau. Ça, c'est sûr. Voilà. Ça devient, lorsqu'il y a plusieurs accusés dans une cause, ça devient rapidement un échappatoire que de tout faire porter l'odieux du crime à l'autre. Et c'est un peu l'impression qu'on avait dans l'affaire de Bernardo et Omolka. Elle devenait soudainement une jeune fille tout à fait blanche comme neige, et le diable, c'était Paul Bernardo. Ouais, exactement. Donc, on a vraiment voulu... Puis, en même temps, je veux dire, même au niveau des policiers, c'est un petit peu le constat aussi. On voulait tellement, là, on a mis énormément l'accent sur Bernardo. Oui, on a arrêté Omolka, mais Omolka est devenu presque un instrument, là, dans le sens que c'est devenu vraiment une pièce à conviction pour vraiment s'assurer de faire condamner Paul Bernardo. Et il faut savoir aussi que Bernardo et Omolka, un des détails, ben, c'est un détail, là, mais c'est quand même assez dégueulasse, là, c'est que une de leurs victimes, en tant que telle, ils l'ont démembré, ils ont coulé les morceaux dans des blocs de béton. Ouais. Mais c'était pas comme les Hells, hein, mettons. C'était pas aussi, on va dire, non, c'était fait un peu, c'était un petit peu bric-à-brac, hein, parce qu'il y a des bouts de membres qui sortaient du bloc de béton. Oui, c'est ça. C'est que dans le fond, au lieu de couler dans le fond de l'eau, ben ça s'est mis à flotter à la surface, puis il y a effectivement des bouts de membres qui sont ressortis des blocs. Fait que ça, évidemment, ben, les policiers ont récupéré ça et n'ont pas eu affaire vraiment à des plongeurs parce que justement, le béton était
Ah. C'était tellement de mauvaise qualité. Donc, on voit un petit peu, c'est ça, c'était sur le coup des impulsions, c'était sur le coup des pulsions. Fait que, tu sais, après ça, on essayait de se débarrasser un peu des corps à la va-vite, sans nécessairement trop réfléchir. Et je me souviens parce que ce détail-là avait énormément aussi choqué le public. Donc, c'est beaucoup ça, c'est qu'il y a des éléments qui, au-delà des meurtres et des agressions sexuelles, ont énormément choqué le public, puis ont remis en question aussi leur confiance envers le système de justice. Pas du côté de Bernardo, parce que du côté de Bernardo, lui a été condamné effectivement à la peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. La dernière fois qu'il a fait une demande, c'est en 2021, et ça lui a été évidemment encore une fois refusé. Je serais étonné qu'un jour ça lui soit accordé, là, considérant... Ça, je suis tout à fait d'accord. On l'ait classé comme criminel dangereux, là, quand même. Oui. Et ça, c'est une étiquette. Juste faire la distinction rapidement, parce que le tribunal peut déclarer deux types de délinquants. Un délinquant contrôlé et un délinquant dangereux. Un délinquant contrôlé, si vous permettez juste de faire la distinction entre les deux. Oui, vas-y. En fait, un délinquant contrôlé, c'est que suite à sa peine d'incarcération, il va demeurer sous la surveillance du système correctionnel canadien pendant une période de 10 ans. Et c'est une surveillance qui est extrêmement étroite. Ceux qui pensent qu'il est libéré, puis c'est ça, il y a juste à se rapporter et tout. Non, il y a des appels. Et c'est très, très intense quand même, cette surveillance-là. Du côté du délinquant dangereux, grosso modo, puis c'est un peu comme ça qu'on nous l'avait présenté en criminaux, c'est que t'es dans une cellule, puis on jette la clé quelque part, puis on se rappelle plus où. C'est un peu ça. Il n'échappera jamais, jusqu'à son dernier souffle, il n'échappera jamais à la supervision du milieu policier. Jamais. C'est que, dans le fond, généralement, ceux qui sont déclarés délinquants dangereux vont demeurer incarcérés jusqu'à la fin de leur jour. C'est plus rare que fréquent qu'un délinquant dangereux va être remis en liberté, justement parce qu'on considère que le danger qu'il pose pour la société est trop important pour qu'il soit un jour remis en liberté, même à des âges avancés, puis surtout quand c'est médiatisé comme l'affaire Bernardo, c'est extrêmement rare que ça va arriver. Ceci étant dit, si ça arrive, c'est pas une libération comme, par exemple, quand tu es accusé de meurtre, tu purges 25 ans, puis là, tu as droit à ta libération conditionnelle. C'est pas le même genre de libération. C'est plus intense, la surveillance qui est effectuée. C'est beaucoup plus que respecter des simples conditions. Donc, c'est vraiment une surveillance qu'on va dire est à un autre niveau. Il y a plus d'appels, il y a plus de... faut que tu te rapportes aussi beaucoup, beaucoup plus. Les moindres changements que tu apportes à ta vie, il faut que les policiers, les forces, les autorités au niveau correctionnel soient au courant. Donc, c'est une surveillance qui est beaucoup, beaucoup plus accrue qu'une simple libération conditionnelle. Donc, c'est ça un délinquant dangereux, c'est qu'il n'y a pas de fin. Tu n'as pas une période, par exemple, comme un délinquant contrôlé où c'est 10 ans. Là, c'est jusqu'à la fin de tes jours. Et j'ai fait les maths rapidement. Là. On parle quand même d'un individu qui a juste 60 ans. Il est encore jeune. Ouais. Oui. C'est sûr que Bernardo, tu sais, c'est comme tu dis, Daniel, on a un peu jeté la clé. Hein. C'est un peu comme d'autres tueurs canadiens. On pense, Picton, on le saura pas parce que Picton, il y a eu une mauvaise rencontre derrière les barreaux. Mais si on pense, par exemple, à Clifford Olson, qui est un autre tueur célèbre au Canada, tu sais, je veux dire, lui aussi, on l'a condamné à perpétuité, puis il est mort derrière les barreaux d'un cancer, éventuellement. Tu sais, il avait même pas... Il avait fait des demandes de libération conditionnelle, mais l'idée de libérer Olson ou l'idée de libérer Bernardo, je pense que c'est pas quelque chose qui est envisageable. Même le transfert de pénitencier l'année dernière a été extrêmement controversé, puis on a voulu rassurer la population en disant aucunement question de le transférer dans une sécurité minimale. C'est encore quelqu'un de très dangereux. Et voilà, et ça, tu as tout à fait raison, parce que Camille de mentionner ça, parce qu'en même temps,
il y a, tu sais, il y a le paraître aussi quelque part. Et les crimes de Bernardo ont tellement choqué l'opinion publique que prendre la décision de libérer Bernardo, ce serait en fait pour le public, ce serait vraiment émousser la confiance que le public a envers le système judiciaire. Oui. Et il n'y a rien qui. Tu sais, il y a rien qui. C'est pas comme quelqu'un, il est condamné à 21 ans, ben après 21 ans, tu es obligé de le laisser sortir. Il a fait sa peine. Ouais. Mais dans le cas de Bernardo, rien n'oblige le système judiciaire à le remettre en liberté. Et le remettre en liberté, ben, ça serait évidemment. Il y aurait un paraître là-dedans, et le paraître, ben, ça serait que la justice paraît mal. Parce que pour l'opinion publique, c'est un individu qu'on ne doit jamais remettre en liberté. Oui, parce qu'à quel prix on le remet en liberté? Est-ce qu'on lui permet d'avoir un travail? Tu sais, c'est des questions plus philosophiques, mais comment on peut contrôler quelqu'un comme ça dans une société? Puis en même temps, c'est un individu. Tu sais, il y aurait un tollé. Hein? Jouons le jeu un peu. Là. Si on devait mettre Bernardo, on l'a déclaré criminel dangereux. Le danger de récidive est très élevé. Qui voudrait avoir un Paul Bernardo comme voisin? C'est personne. Tu sais, la possibilité d'une récidive, parce qu'il est, on le voit, là, il a été déclaré criminel dangereux. Ça veut donc dire que les gens qui se sont penchés sur son cas, les psychologues, les psychiatres, ont jugé que cet individu-là avait de fortes chances d'une récidive. Hein? C'est un individu qui est appelé à une récidive. Donc, évidemment, le remettre en liberté, il y aurait un tollé à ce moment-là. On le voit, tu mentionnes ce transfert de prison, hein, de la sécurité maximum à une sécurité moyenne, et ça a rebondi jusqu'au cabinet du premier ministre. Donc, on voit que c'est pas un sujet à prendre avec des pincettes, l'affaire avec Paul Bernardo. Tu sais. Non, puis en fait, je vais dire, c'est sûr qu'on ne parle pas du même nombre de victimes. Ceci étant dit, on parle quand même de crimes totalement affreux. Ça me fait penser à Pimparé, ici au Québec. C'est un gars, tu sais, on aura peut-être l'occasion de revenir dans un autre épisode de Suspect X, mais c'est un individu qui, avec un complice, avait en fait violé une adolescente, oui, c'était une adolescente sur le pont Jacques-Cartier. Et ils les avaient jetés en bas du pont. Après? Ouais, il avait jeté l'adolescente et son copain. Et son petit ami. Oui, c'est ça. Donc, Pimparé aussi, ça a énormément frappé l'imaginaire. Il a fait quantité de demandes de libération conditionnelle. Ça lui a toujours été refusé. Et encore une fois, pour faire le parallèle avec l'affaire Bernardo, c'est que si jamais cet individu-là en fait, bénéficiait de sortie ou d'une libération conditionnelle, ce serait extrêmement mal vu considérant la gravité des gestes commis. Et je veux quand même revenir sur l'affaire de passer du maximal à moyen. Oui. Je le sais, ça a fait énormément, ça a fait un gros tollé. Puis par chance, ben, vous avez la chance que dans les 2 dernières semaines, j'ai un peu suivi une formation là-dessus de l'Institut Philippe Pinel. Donc, j'ai eu un rafraîchissement des connaissances là-dessus. Il faut savoir que oui, il peut y avoir des crimes graves qui ont été commis, mais le niveau de dangerosité ou d'encadrement nécessaire d'un individu peut quand même fluctuer dans le temps. Donc, et d'ailleurs, Bernardo, comme je l'ai mentionné, a été dans un maximal très longtemps. Donc, aujourd'hui, probablement que sa cote de sécurité a été diminuée. Et je vous rassure tout de suite, passer au-delà là, des crimes, là, puis encore une fois, c'est pas pour minimiser, c'est absolument horrible ce qu'il a fait avec Homolka, mais passer outre ça, il y a quand même des outils très, très, très pointus qui sont utilisés, notamment par les criminologues, les psychiatres et tout, pour juger de la cote de sécurité d'un individu. Et ce qu'on a remarqué, c'est que si on surcote ou encore qu'on place un individu dans une institution, que ce soit un institut psychiatrique ou encore une prison qui est trop élevé par rapport au degré de dangerosité qu'il présente, le risque de récidive, incluant à l'intérieur des murs, va être beaucoup plus élevé. Parce qu'à l'inverse, ça pourrait le radicaliser. Ça peut engendrer, dans le fond, aussi un sentiment de rancœur. Bref,
on s'est rendu compte de ça et j'en reparlerai aussi dans le cadre du Spacecast et tout, puis je suis sûr que je vais y revenir régulièrement parce que c'est toujours des sujets qui font controverse, à savoir, mais pourquoi qu'on les place pas toutes dans un max puis qu'on les oublie là? Non, c'est que ça ne donne absolument rien, c'est même le contraire qui se produit. Et l'inverse est aussi vrai. Si, par exemple, on avait placé Bernardo dans un minimum, au-delà du tollé que ça aurait produit dans la société, cet individu-là présente probablement un danger trop grave, que ce soit au niveau des agressions, au niveau des co-détenus, au niveau du personnel ou encore un risque d'évasion qui est trop grand pour ce que le minimum peut en fait encadrer ou peut supporter. Donc c'est pour ça, et ça c'est subtil, je vous le dis, là, parce que j'en fais des cotations de même, là, c'est pas évident, et dites-vous qu'on se casse beaucoup la tête avec ça. Je veux bien croire qu'on a un jugement clinique, on a des outils aussi pour nous aider, mais c'est toujours un exercice qui est quand même là, assez, je veux pas dire périlleux, là, mais qui est assez pointu pour juger de la cote de sécurité d'un individu. Il y a aussi quelque part, il y a un élément là-dedans aussi qu'il faut retenir, c'est le principe du pas chez nous. Hein, parce que, tu sais, il faut quand même se rappeler... Bernardo était détenu à la prison de Millhaven, en Ontario. Ouais. Puis là, ben, tu sais, on s'est dit, il est en Ontario. Puis là, d'un coup, on apprend qu'on l'envoie à la Macasa au Québec. Tu sais, c'est du... Non, gardez-les. C'est un peu le principe. Gardez-les chez vous. Tu sais, il a commis des crimes en Ontario. Gardez-les chez vous. On n'a pas envie de l'avoir dans notre cour, tu sais, parce que, bon... Pourquoi il y a comme... Hein, c'est ça, c'est l'imaginaire, parce que c'est des pénitenciers fédéraux. Mais l'idée, c'est on se dit, s'il devait s'échapper, bon, on aime mieux qu'il s'évade du pénitencier de Millhaven en Ontario qu'il s'évade du pénitencier de la Macasa dans les Laurentides, tu comprends? C'est un peu le principe de pas chez nous, tu sais. Oui, et pour habiter dans les Laurentides, je vous avoue que j'aimerais pas ça. Mais je dis ça de même. Mais tu sais, ça, c'est parce que en même temps, c'est ça, c'est fédéral, hein? Donc c'est tout le territoire canadien qui est considéré. Mais y a-t-il une sélection? Y a-t-il un chapeau? C'est comme une loterie de repêchage de la LNH que finalement, ça tombait sur ce pénitencier-là. Il y avait de la place, il y avait un lit. C'est comme s'il n'était pas plein, là. Je comprends. Ouais, non, là. En fait, il les déplace. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, comme tu regardes, Picton, il était au Québec quand il est assassiné. Pourtant, il a commis ses crimes en Colombie-Britannique. Oui. Mais en fait, ce sont des pénitenciers fédéraux. Mais les règles, c'est qu'on déplace... Si on déplace des criminels de manière plus ou moins soutenue, ben ça les empêche de monter des plans d'évasion qui seraient de longue haleine, tu sais, et en même temps, ça l'empêche de former des cliques à l'intérieur des murs, tu sais, si on déplace les prisonniers. Donc, éventuellement, il y a comme ce sont des règles de sécurité, tu sais. Mais bon... Et dans le fond, petit ajout, là, puis je vais terminer là-dessus, c'est qu'il y a certaines quand même institutions fédérales, certains pénitenciers fédéraux qui ont des spécialités, entre guillemets. La Macasa a notamment des programmes comme Percé, mais c'est pas le même type de prison au niveau de la délinquance sexuelle. Ah, donc, OK, qui vont aller dans des pénitenciers plus spécialisés selon le type de crime aussi. C'est ça, c'est peut-être... C'est pas anodin, mettons, qu'il soit à la Macasa. J'aime ça, ce soir, on est vraiment allé plus dans la réalité, plus dans le processus carcéral, puis la vie entre les murs, là, carrément, avec deux individus, deux suspects X, toujours en vie aujourd'hui, qui, bon, il y en a un qui est encore à l'ombre et qui vit encore sous la même identité, là. Mais Karla Molka peut être à quelque part autour de vous, carrément, et vivre sa vie avec, ce que je trouve aussi particulier, mais ce sera mon jugement gratuit de l'épisode, là, qu'elle ait fait des enfants après avoir eu autant d'atrocités puis d'avoir contribué à des violences sexuelles et meurtrières sur des ados, là. Mais ça, c'est mon jugement à moi. Si vous voulez en apprendre davantage sur les suspects X, Paul Bernardo et Karla Molka, Apple TV a aussi une série de 4 épisodes qui s'appelle Ken and Barbie Killers, The Lost Murder Tapes. C'est 4 épisodes qui ont l'air à s'écouter quand même rapidement. C'est sûr que je vais aller me taper ça en fin de soirée, question de bien dormir. Mesdames et messieurs, Christian Page, animateur de l'émission. Merci beaucoup. Merci à toi. Daniel Carosella, un gros merci également. J'ai adoré ce soir l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine. Est-ce qu'on retourne au Québec ou on est dû un petit peu pour de l'occulte pour la semaine prochaine?
Ah, je pense qu'on est dû un peu pour l'occulte. Parfait. Je suis déjà prête. On est disponible depuis le début de la saison également au www.radiox.com. Spotify également. Je crois qu'on a une subtilité sur Spotify, c'est qu'on apparaît dans les épisodes de Radio X-Files. Donc, juste jeter un coup d'œil là-dessus. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et on se dit à lundi prochain. Absolument. Ciao. Bye bye.